Bonjour. Alors, je n'ai pas d'étiquette parce que je remplace Monsieur Leprel. Je m'appelle Christine Mangin et je suis membre de ce groupe de réflexion dont vous entendez parler depuis le départ. Donc, je rappelle aux intervenants qu'ils ont 10 minutes et que je serai extrêmement sévère. Je n'ai pas osé le dire. Alors, la première intervention est faite par le docteur Catherine Belin, qui est neurologue et qui travaille à l'unité mémoire et maladies neurodégénératives de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Et elle va nous expliquer ce que recouvre exactement l'expression Alzheimer et maladie apparentée, qui est un terme qui est utilisé tant dans le plan Alzheimer que dans la charte éthique. Merci. Je ne sais pas si on m'entend bien, si je parle debout, non? Si. Je suis très contente de vous parler des maladies apparentées parce que depuis le début de cette séance, je ne crois pas que j'ai entendu, peut-être si une fois le mot maladie apparentée. Non. On a dit maladie Alzheimer, on a dit Alzheimer tout le temps, diagnostic de maladie Alzheimer, prise en charge des patients Alzheimer. Je crois que je l'ai entendu une seule fois depuis le début et j'ai été un petit peu attentive à ça. Pourquoi ça, à mon avis, ça traduit vraiment le problème des maladies apparentées à l'heure actuelle dans leur prise en charge. On a choisi de mettre en avant une de ces maladies qui vont donner des troubles cognitifs, des troubles du comportement qui vont s'aggraver progressivement au fil du temps. Et cette maladie qu'on a mis en avant, c'est la maladie d'Alzheimer, sûrement peut-être parce que c'est la plus fréquente. Et quand on parle de ces maladies, on oublie toujours de dire « et maladie apparentée », simplement parce que c'est trop long à dire. Parler du diagnostic de maladie Alzheimer et maladie apparentée, c'est tellement long à dire que finalement on parle du diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et pour les patients, en fait, qui ne vont pas avoir des maladies d'Alzheimer, mais qui vont avoir ces fameuses maladies apparentées, souvent c'est très... On a l'impression qu'il y a une maladie noble, entre guillemets, qui est la maladie d'Alzheimer, celle dont on parle à la télévision, celle dont on dit que peut-être il va y avoir des traitements. Et puis, les maladies apparentées, finalement, on en parle très peu. On trouve le nom sur des papiers, on trouve le nom sur les rapports, mais on parle du plan Alzheimer, c'est marqué sur le papier, M. Ménard a marqué plan Alzheimer et maladie apparentée, mais n'empêche qu'on parle du plan Alzheimer et pas des maladies apparentées. Alors, c'est quoi les maladies apparentées? La définition, en fait, elle est très simple. C'est une espèce de grand sac fourre-tout dans lequel on a mis toutes ces maladies qui ressemblent aux maladies d'Alzheimer, mais qui ne sont pas des maladies apparentées, qui ne sont pas des maladies d'Alzheimer proprement dit, donc qui lui ressemblent. On dit, vous avez quelque chose qui est comme l'Alzheimer, mais ce n'est pas de l'Alzheimer. C'est ça qu'on dit à nos patients en général. Et pourquoi on a choisi d'utiliser ce terme apparenté? À mon avis, parce qu'on a refusé d'utiliser le terme démence. Nous, en neurologie et en médecine de manière générale, on utilise ce terme démence dans une définition qui est très particulière, que j'ai reprise là sur le... C'est pas très gros parce que je l'ai repris sur la HAS, et qui en fait correspond à un tableau clinique bien particulier, qui correspond à l'existence de troubles de la mémoire et de l'idéation, associés à d'autres troubles des fonctions cognitives, langage, gestes, reconnaissance, fonctions exécutives, et qui vont avoir un retentissement important dans la vie quotidienne des patients et qui vont évoluer depuis au moins 6 mois. La démence, sur le plan médical, c'est ça. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas ce qu'on entend dans la vox populi, ce n'est pas la folie. La démence, ce sont des maladies qui vont retentir sur les fonctions cognitives, éventuellement donner des troubles du comportement, avoir un retentissement dans la vie de tous les jours et malheureusement évoluer dans le temps. Et ce que dit la HAS, ceci n'a aucune, évidemment, connotation péjorative. On se retrouve par rapport au mot démence comme on était dans la situation il y a une vingtaine, trentaine d'années par rapport au mot cancer. Quand moi j'ai commencé mes études de médecine, on ne parlait pas de cancer, on parlait d'une longue maladie douloureuse, on parlait d'une maladie, etc. On ne disait pas aux patients qu'ils avaient un cancer, c'était un mot qui est à peu près aussi tabou que le mot démence. Et je pense qu'on a fait des progrès dans la prise en charge des patients cancéreux quand on a aussi accepté de donner le nom. Et je pense qu'il en est de même pour les maladies apparentées et la maladie d'Alzheimer, qui font toute partie de ce grand groupe des démences. Et ça, la HAS, la Haute Autorité de Santé, le dit bien, qu'en aucun cas, la maladie d'Alzheimer ne va résumer l'ensemble de ces pathologies et qu'on doit donc parler de ces démences au sens large et non pas de parler toujours que de la maladie d'Alzheimer.
Alors je sais que c'est quelque chose qui est contesté, hein, qu'il y a beaucoup de gens qui contestent l'utilisation du mot démence, mais de la même façon qu'on a réussi à utiliser le mot cancer sans qu'il soit tabou, je pense qu'on devrait pouvoir utiliser le mot démence dans son acceptation médicale. Alors, quand on parle de maladies apparentées à la maladie d'Alzheimer, ça revient en fait à classer les démences, à les regrouper suivant différents facteurs. On peut classer les démences selon leur étiologie, selon leur cause. Et sur ce tableau, qui est très long et à peu près illisible, vous voyez bien que la maladie d'Alzheimer n'est certainement pas la seule cause des démences, même si elle en est certainement la plus fréquente, on en reparlera, et qu'il y a plein d'autres pathologies, plein d'autres affections médicales qui vont pouvoir donner des tableaux de démence. Alors pour mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, on peut dire qu'il y a ce qu'on appelle le grand groupe des démences neurodégénératives, au sein duquel se place bien évidemment la maladie d'Alzheimer. Ce sont des maladies dont le point de départ est le cerveau, le système nerveux central, et qui vont avoir pour signes cliniques principaux ce tableau de démence, c'est-à-dire le trouble de la mémoire, le trouble des fonctions intellectuelles, le trouble du langage, etc., comme je vous l'ai défini tout à l'heure. Dans ce grand groupe des démences neurodégénératives, certes, il y a la maladie d'Alzheimer, mais il y a d'autres pathologies, les démences frontotemporales, les démences à corps de Lévy, la chorée de Huntington, etc. Tout ça qui font partie d'autres pathologies et dont les patients vont avoir besoin qu'on leur donne le diagnostic précis pour pouvoir aussi qu'on puisse les prendre en charge correctement, puisque chacune de ces pathologies va avoir une particularité. Et puis, il y a dans ce grand groupe des démences, mis à part les maladies dont le point de départ est le cerveau, toutes les atteintes cognitives, toutes les atteintes démentielles qu'on va voir maladies neurodégénératives, soit dans un grand groupe de maladies qu'on appelle les démences vasculaires, et quand on verra, quand on parlera de fréquences qui sont pratiquement aussi fréquentes que les maladies d'Alzheimer, et puis d'autres maladies, les maladies inflammatoires, les maladies auto-immunes, vous avez vu que sur mon tableau, le nombre de causes était vraiment très important. Juste, on ne va pas faire un cours de neurologie, donc juste quelques mots de certaines pathologies, parce qu'il y a des pathologies, d'autres maladies neurodégénératives, dans lesquelles la pathologie démentielle ne va pas être au premier plan de la maladie. On va avoir, par exemple, dans la SLA, des troubles moteurs, des paralysies qui vont évoluer dans le temps, qui vont s'accentuer, qui vont dominer l'ensemble du tableau. Or, chez ces patients qui ont des scléroses latérales amyotrophiques, environ 10% des patients vont avoir en plus un tableau de démence. Et si on regarde simplement les troubles cognitifs, sans qu'il y ait une réelle démence, sans que le retentissement soit réellement aussi important, on considère qu'il y a à peu près 50 à 60% des patients qui ont une ESLA qui vont avoir des troubles cognitifs. Mais comme ce n'est pas le signe principal du tableau clinique, hein, quelqu'un qui devient paralysé petit à petit, finalement, ce qui va être le plus frappant, c'est son trouble moteur, et bien souvent, la démence ne va pas être reconnue, ne va pas être identifiée, et les troubles cognitifs du patient ne vont pas être reconnus, avec toutes les conséquences que ça va avoir dans sa vie quotidienne, dans les décisions qu'il va pouvoir prendre et ne pas prendre, et comment il va pouvoir être assisté, en particulier dans tous ses choix de vie. Autre type de maladie, où les troubles cognitifs et les troubles démentiels sont fréquents, mais pas toujours au premier plan, c'est la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est une maladie qui est bien connue de tous. Hein. C'est une maladie qui va essentiellement toucher les fonctions motrices avec un ralentissement, un tremblement, une rigidité, etc. Mais la pathologie démentielle va être fréquente, pratiquement un tiers des cas, d'autant plus que les sujets vont être âgés. Et c'est très important de reconnaître cette pathologie démentielle, d'abord parce que pour les troubles dans la vie quotidienne de ces patients, ils vont être handicapés par leurs troubles moteurs, mais aussi de la même façon qu'un patient Alzheimer dans leur vie quotidienne, pour gérer leur vie quotidienne, et aussi parce que l'utilisation de certains médicaments qu'on utilise dans la maladie de Parkinson de manière courante vont avoir des effets délétères sur la cognition, vont accentuer certaines pathologies comme les hallucinations, etc. Donc, reconnaître l'existence de troubles cognitifs dans ces autres maladies des neurodégénératives dont l'atteinte n'est pas au premier plan, c'est aussi très important pour la bonne prise en charge des patients. Les démences vasculaires, je vais en dire juste un mot, ce sont des démences, donc des pathologies démentielles dont la cause est liée au retentissement sur les artères du cerveau de l'ensemble des facteurs de risque vasculaire. Pourquoi c'est important d'en parler ? Parce qu'on peut traiter les facteurs de risque vasculaire et surtout on peut en prévenir, hein, en les traitant précocement, on peut en prévenir les conséquences. Classer les démences, je vous ai dit suivant les causes, on peut aussi, je vais aller rapidement à partir de maintenant, suivant l'âge. Dans l'histoire de la maladie d'Alzheimer, hein, on a toujours opposé les formes jeunes, les formes âgées. Et dans l'image de la maladie d'Alzheimer à l'heure actuelle, Catherine Olivet l'a dit tout à l'heure actuelle, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie des vieux. Hein, c'est une maladie qui, dans la
Premier facteur de risque est l'âge, et dont la plupart des patients, la grande cohorte des pratiquement 1 million de patients qu'il y a en France, sont des patients âgés. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ces patients jeunes? Eh bien, c'est difficile, quand on est jeune, d'avoir une maladie de vieux. C'est d'autant plus difficile que souvent, il ne s'agira pas d'une maladie d'Alzheimer, mais d'une maladie apparentée. Donc, dans ces cas-là, on sera doublement non reconnu. On sera non reconnu parce qu'on est jeune et qu'on a une maladie de vieux, et non reconnu parce qu'en fait, ce qu'on a, c'est une maladie apparentée, mais que pour aller plus vite, on va dire que c'est une maladie d'Alzheimer. Donc là encore, je pense qu'il est important de poser des étiquettes diagnostiques précises, et ce d'autant que les patients sont jeunes, avec en plus tous les problèmes spécifiques liés au jeune âge. Et puis on peut aussi classer les pathologies démentielles suivant la fréquence. Et peut-être là, c'est un bon argument aussi pour une bonne prise en charge des patients. Si on regarde un petit camembert des fréquences, en jaune, vous avez la maladie d'Alzheimer. C'est des études qui ont été faites en fait sur les analyses de cerveau quand les patients sont décédés. Puisque la seule façon de poser un diagnostic sûr, de certitude dans ces pathologies démentielles, c'est malheureusement de regarder le cerveau. Dans tous les autres cas, on a des diagnostics de probabilité qui sont de haute probabilité, mais qui ne sont pas des diagnostics de certitude. Quand on regarde sur le plan ANAPAT, on voit que la maladie d'Alzheimer, c'est à peu près un tiers des cas. Un autre, pratiquement un petit peu moins du tiers, ça va être ce qu'on appelle la démence vasculaire. La démence, les atteintes cognitives qui vont être secondaires au processus lié aux facteurs de risque vasculaire, et puis un grand nombre de cas qui vont être ce qu'on appelle des processus mixtes. Il va y avoir à la fois des lésions dégénératives d'Alzheimer et à la fois des lésions vasculaires secondaires. Et puis, donc ça, on a à peu près 75-80% des maladies. Et puis effectivement, le 20% restant, ces autres maladies, mais les maladies de démence vasculaire font également partie des maladies apparentées. Le 20% restant, ça va être toutes les autres causes, effectivement, beaucoup plus rares. Je crois qu'il reste une toute petite minute. Oui, ça va être bon, vous avez pratiquement fini. Alors, pourquoi c'est important de faire un diagnostic précis? Je crois que vous l'avez compris à travers tous les exemples que je vous ai donnés. Pour que le patient puisse mieux comprendre sa maladie, il est important d'avoir une annonce diagnostique qui va être ciblée en fonction de qu'est-ce que l'on a ou qu'est-ce que l'on n'a pas. Éventuellement, M. Ménard va en reparler après, pour pouvoir participer à des recherches, en particulier à des essais thérapeutiques. On ne peut pas participer à un essai thérapeutique quel qu'il soit si on ne connaît pas précisément la maladie, et puis éventuellement les enjeux génétiques éventuels. Et ce qui est valable pour le patient est évidemment valable aussi pour son aidant. Et puis, pose le problème à ce moment-là, c'est jusqu'où on doit aller dans les investigations qu'on va faire pour approcher ce diagnostic. Alors, il y a un certain nombre d'examens que vous voulez apparaître, l'examen clinique, la neuropsycho, la biologie, l'IRM. Tout ça, ça paraît après assez logique dans l'examen d'un patient, quoique l'IRM, mettre un patient une demi-heure, 3/4 d'heure dans une machine, ben, ce n'est pas toujours si facile et ça pose des fois des problèmes. Il y a un certain nombre de patients qui posent problème. Et puis, jusqu'où on va? Scintigraphie cérébrale, ponction lombaire. Vous savez qu'à l'heure actuelle, pour avoir un diagnostic précis de certaines pathologies, on est de plus en plus amené à faire des ponctions lombaires. Donc, enquête génétique. Donc, la question que l'on doit se poser, quand on a l'exigence de bien mettre la bonne étiquette, parce que c'est important pour la bonne prise en charge du patient, c'est jusqu'où on va dans les examens, dans les investigations. Et cette décision, elle doit se prendre, à mon avis, en discussion avec le patient et avec sa famille. Et en conclusion, je vais juste vous mettre une petite phrase de Camus que je trouve très importante, c'est que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et que je pense qu'on a fait une erreur en mettant en avant la maladie d'Alzheimer, même si elle est très fréquente. Et je crois qu'on aurait plutôt dû parler d'un plan démence que d'un plan Alzheimer.